La Dame de Montsoreau par Alexandre Dumas. Partie 23 du livre audio. Suite du tome 3. 26. La Fête-Dieu. Pendant ces 8 jours, les événements se préparèrent, comme une tempête se prépare au fond des cieux dans les jours calmes et lourds de l'été. Montsoreau, remis sur pied après 48 heures de fièvre, s'occupa de guetter lui-même son larron d'honneur. Mais, comme il ne découvrit personne, il demeura plus convaincu que jamais de l'hypocrisie du duc d'Anjou et de ses mauvaises intentions au sujet de Diane. Bussy ne discontinua pas ses visites de jour à la maison du grand veneur. Seulement, il fut averti par Rémy des fréquents espionnages du convalescent et s'abstint de venir la nuit par la fenêtre. Chicot faisait 2 parts de son temps. L'une était consacrée à son maître bien-aimé Henri de Valois, qu'il quittait le moins possible, le surveillant comme fait une mère de son enfant. L'autre était pour son tendre ami Gorenflot, qu'il avait déterminé à grand-peine, depuis 8 jours, à retourner à sa cellule, où il l'avait reconduit et où il avait reçu de l'abbé, messire Joseph Foulon, le plus charmant accueil. À cette première visite, on avait fort parlé de la piété du roi, et le prieur paraissait on ne peut plus reconnaissant à sa majesté de l'honneur qu'elle faisait à l'abbaye en la visitant. Cet honneur était même plus grand qu'on ne s'y était attendu d'abord. Henri, sur la demande du vénérable abbé, avait consenti à passer la journée et la nuit en retraite dans un couvent. Chicot confirma l'abbé dans cette espérance, à laquelle il n'osait s'arrêter, et, comme on savait que Chicot avait l'oreille du roi, on l'invita fort à revenir, ce que Chicot promit de faire. Quant à Gorenflot, il grandit de 10 coudées aux yeux des moines. C'était, en effet, un coup de parti à lui d'avoir ainsi capté toute la confiance de Chicot. Machiavel, de politique mémoire, n'eût pas mieux fait. Invité à revenir, Chicot revint, et, comme avec lui, dans ses poches, sous son manteau, dans ses larges bottes, il apportait des flacons de vin des crus les plus rares et les plus recherchés, frère Gorenflot le recevait encore mieux que messire Joseph Foulon. Alors il s'enfermait des heures entières dans la cellule du moine, partageant, au dire général, ses études et ses extases. L'avant-veille de la Fête-Dieu, il passa même la nuit tout entière dans le couvent. Le lendemain, le bruit courait à l'abbaye que Gorenflot avait déterminé Chicot à prendre la robe. Quant au roi, il donnait, pendant ce temps, de bonnes leçons d'escrime à ses amis, cherchant avec eux des coups nouveaux et s'étudiant surtout à exercer d'Épernon, à qui le sort avait donné un si rude adversaire, et que l'attente du jour décisif préoccupait fort visiblement. Quelqu'un qui eût parcouru la ville à de certaines heures de la nuit eût rencontré, dans le quartier Sainte-Geneviève, les moines étranges dont nos premiers chapitres ont fourni quelques descriptions, et qui ressemblaient beaucoup plus à des reîtres qu'à des frocards. Enfin, nous pourrions ajouter, pour compléter le tableau que nous avons commencé d'esquisser, nous pourrions ajouter, disons-nous, que l'hôtel de Guise était devenu, à la fois, l'antre le plus mystérieux et le plus turbulent, le plus peuplé au dedans et le plus désert au dehors qu'il se puisse voir. Que des conciliabules se tenaient, chaque soir, dans la grande salle, après qu'on avait eu soin de fermer hermétiquement les jalousies, et que ces conciliabules étaient précédés de dîners auxquels on n'invitait que des hommes, et que présidait cependant madame de Montpensier. Ces sortes de détails, que nous trouvons dans les mémoires du temps, nous sommes forcés de les donner à nos lecteurs, attendu qu'ils ne les trouveraient pas dans les archives de la police. En effet, la police de ce bénin règne ne soupçonnait même pas ce qui se tramait, quoique le complot, comme on le pourra voir, fût d'importance, et les dignes bourgeois qui faisaient leur ronde nocturne, salade en tête et hallebarde au poing, ne le soupçonnaient pas plus qu'elle,
n'étant point gens à deviner d'autres dangers que ceux qui résultent du feu, des voleurs, des chiens enragés et des ivrognes querelleurs. De temps en temps, quelques patrouilles s'arrêtaient bien devant l'hôtel de la Belle Étoile, rue de l'Arbre Sec. Mais maître la Hurière était connu pour un si zélé catholique que l'on ne doutait point que le grand bruit qui se menait chez lui ne fût mené pour la plus grande gloire de Dieu. Voilà dans quelles conditions la ville de Paris atteignit, jour par jour, le matin de cette grande solennité abolie par le gouvernement constitutionnel et qu'on appelle la Fête-Dieu. Le matin de ce grand jour, il faisait un temps superbe, et les fleurs qui jonchaient les rues envoyaient au loin leurs parfums embaumés. Ce matin, disons-nous, Chicot, qui, depuis 15 jours, couchait assidûment dans la chambre du roi, réveilla Henri de bonne heure. Personne n'était encore entré dans la chambre royale. « Ah, mon pauvre Chicot !» s'écria Henri. « Foin de toi ! Je n'ai jamais vu homme plus mal choisir son temps. Tu me tires du plus doux songe que j'ai fait de ma vie. »« Et que rêvais-tu donc, mon fils ?» demanda Chicot. « Je rêvais que Caylus avait transpercé Entraguet d'un coup de seconde, et qu'il nageait, ce cher ami, dans le sang de son adversaire. Mais voici le jour. Allons prier le Seigneur que mon rêve se réalise. Appelle, Chicot, appelle. Que veux-tu donc ? Mon cilice et mes verges. »« Tu n'aimerais pas mieux un bon déjeuner ? demanda Chicot. « Païen, dit Henri. Qui veut entendre la messe de la Fête-Dieu l'estomac plein ? C'est juste. Appelle, Chicot, appelle. Patience, dit Chicot. Il est 8 heures à peine, et tu as le temps de te fustiger jusqu'à ce soir. Causons, premièrement. Veux-tu causer avec ton ami ? Tu ne t'en repentiras pas, Valois, foi de Chicot. Eh bien, causons, dit Henri, mais fais vite. Comment divisons-nous notre journée, mon fils ? En 3 parties. En l'honneur de la Sainte Trinité. Très bien. Voyons ces 3 parties. D'abord, la messe à Saint-Germain-l'Auxerrois. Bien. Au retour au Louvre, la collation. Très bien. Puis, procession de pénitents par les rues, en s'arrêtant, pour faire des stations, dans les principaux couvents de Paris, en commençant par les Jacobins et en finissant par Sainte-Geneviève, où j'ai promis au prieur de faire retraite, jusqu'au lendemain, dans la cellule d'une espèce de saint qui passera la nuit en prière pour assurer le succès de nos armes. Je le connais. Le saint ? Parfaitement. Tant mieux, tu m'accompagneras, Chicot. Nous prierons ensemble. Oui, sois tranquille. Alors, habille-toi et viens. Attends donc. Quoi ? J'ai encore quelques détails à te demander. Ne peux-tu les demander tandis qu'on m'accommodera ? J'aime mieux te les demander tandis que nous sommes seuls. Fais donc vite, le temps se passe. Ta cour, que fait-elle ? Elle me suit. Ton frère ? Il m'accompagne. Ta garde ? Les gardes françaises m'attendent avec Crillon au Louvre, les Suisses m'attendent à la porte de l'abbaye. À merveille, dit Chicot, me voilà renseigné. Je puis donc appeler. Appelle. Henri frappa sur un timbre. La cérémonie sera magnifique, continua Chicot. Dieu nous en saura gré, je l'espère. Nous verrons cela demain. Mais dis-moi, Henri, avant que personne n'entre, tu n'as rien autre chose à me dire ? Non. Ai-je oublié quelques détails du cérémonial ? Ce n'est pas de cela que je te parle. De quoi me parles-tu, donc ? De rien. Mais tu me demandes. S'il est bien arrêté que tu vas à l'abbaye Sainte-Geneviève. Sans doute. Et que tu y passes la nuit ? Je l'ai promis. Eh bien, si tu n'as rien à me dire, mon fils, je te dirai, moi, que ce cérémonial ne me convient pas, à moi. Comment ? Non. Et quand nous aurons dîné, je te ferai part d'une autre disposition que j'ai imaginée. Soit, j'y consens.
Tu n'y consentirais pas, mon fils, que ce serait encore la même chose. Que veux-tu dire ? Chut, voici ton service qui entre dans l'antichambre. En effet, les huissiers ouvrirent les portières et l'on vit paraître le barbier, le parfumeur et le valet de chambre de Sa Majesté, qui, s'emparant du roi, se mirent à exécuter conjointement, sur son auguste personne, une de ces toilettes que nous avons décrites dans le commencement de cet ouvrage. Lorsque la toilette de Sa Majesté fut aux 2/3, on annonça son Altesse Monseigneur le duc d'Anjou. Henri se retourna de son côté, préparant son meilleur sourire pour le recevoir. Le duc était accompagné de M. de Montsoreau, de d'Épernon et Aurilly. D'Épernon et d'Aurilly restèrent en arrière. Henri, à la vue du comte encore pâle et dont la mine était plus effrayante que jamais, ne put retenir un mouvement de surprise. Le duc s'aperçut de ce mouvement, qui n'échappa point non plus au comte. « Sire, dit le duc, c'est M. de Montsoreau qui vient présenter ses hommages à votre majesté. »« Merci, monsieur, dit Henri, et je suis d'autant plus touché de votre visite que vous avez été bien blessé, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, sire. »« À la chasse, m'a-t-on dit. »« À la chasse, sire. »« Mais vous allez mieux à présent, n'est-ce pas ? » ?»« Je suis rétabli. »« Sire, dit le duc d'Anjou, ne vous plairait-il pas qu'après nos dévotions faites, monsieur le comte de Montsoreau nous allât préparer une belle chasse dans les bois de Compiègne ? » ?»« Mais, dit Henri, ne savez-vous pas que demain, il allait dire, 4 de mes amis se rencontrent avec 4 des vôtres, mais il se rappela que le secret avait dû être gardé, et il s'arrêta. « Je ne sais rien, sire, reprit le duc d'Anjou, et si votre majesté veut m'informer… »« Je voulais dire, reprit Henri, que, passant la nuit prochaine en dévotion à l'abbaye Sainte-Geneviève, je ne serai peut-être pas prêt pour demain. Mais que monsieur le comte parte toujours. Si ce n'est demain, ce sera après-demain que la chasse aura lieu. »« Vous entendez, dit le duc à Montsoreau, qui s'inclina. »« Oui, monseigneur, répondit le comte. En ce moment, entrèrent Schomberg et Caylus. Le roi les reçut à bras ouverts. « Encore un jour, dit Caylus en saluant le roi. »« Mais plus qu'un jour, heureusement, dit Schomberg. » Pendant ce temps, Montsoreau disait, de son côté, au duc. « Vous me faites exiler, à ce qu'il paraît, monseigneur. »« Le devoir d'un grand veneur n'est-il point de préparer les chasses du roi, dit en riant le duc. »« Je m'entends, répondit Montsoreau, et je vois ce que c'est. C'est ce soir qu'expire le 8e jour de délai que votre Altesse m'a demandé, et votre Altesse préfère m'envoyer à Compiègne que de tenir sa promesse. Mais que votre Altesse y prenne garde. D'ici à ce soir, je puis, d'un seul mot… » François saisit le comte par le poignet. « Taisez-vous, dit-il, car au contraire, je la tiens, cette promesse que vous réclamez. »« Expliquez-vous. » »« Votre départ pour la chasse sera connu de tout le monde, puisque l'ordre est officiel. »« Eh bien ? » ?»« Eh bien, vous ne partirez pas, mais vous vous cacherez aux environs de votre maison. Alors, vous croyant parti, viendra l'homme que vous voulez connaître. Le reste vous regarde, car je ne me suis engagé à rien autre chose, ce me semble. »« Ah ah, si cela se fait ainsi, dit Montsoreau. »« Vous avez ma parole, dit le duc. »« J'ai mieux que cela, monseigneur. J'ai votre signature. »« Eh oui, mordieu, je le sais bien. » Et le duc s'éloigna de Montsoreau pour se rapprocher de son frère. Aurilly toucha le bras de d'Épernon. « C'est fait, dit-il. »« Quoi ? Qu'y a-t-il de fait ? » ?»« Monsieur de Bussy ne se battra point demain. »« Monsieur de Bussy ne se battra point demain. » ?»« J'en réponds. »« Et qui l'en empêchera ? » ?»« Qu'importe, pourvu qu'il ne se batte point. »« Si cela arrive, mon cher sorcier, il y a 1000 écus pour vous. »« Messieurs, dit Henri, qui venait d'achever sa toilette, à Saint-Germain l'Auxerrois. »« Et de là à l'abbaye Sainte-Geneviève ? Demanda le duc. »« Certainement, répondit le roi.
Comptez là-dessus, dit Chicot en bouclant le ceinturon de sa rapière. Et Henri passa dans la galerie, où toute sa cour l'attendait. 27. Lequel ajoutera encore à la clarté du chapitre précédent. La veille au soir, quand tout avait été décidé et arrêté entre les Guises et les Angevins, M. de Montsoreau était rentré chez lui et y avait trouvé Bussy. Alors, songeant que ce brave gentilhomme, auquel il portait toujours une grande amitié, pouvait, n'étant prévenu de rien, se compromettre cruellement le lendemain, il l'avait pris à part. « Mon cher comte, lui avait-il dit, voudriez-vous bien me permettre de vous donner un conseil ?»« Comment donc ?» avait répondu Bussy. « Je vous en prie, faites. »« À votre place, je m'absenterai demain de Paris. »« Moi ? Et pourquoi cela ? » « Tout ce que je puis vous dire, c'est que votre absence vous sauverait, selon toute probabilité, d'un grand embarras. »« D'un grand embarras ?» reprit Bussy, regardant le comte jusqu'au fond des yeux. « Et lequel ? Ignorez-vous ce qui doit se passer demain ? » ?»« Complètement. »« Sur l'honneur ? Foi de gentilhomme. Monsieur d'Anjou ne vous a rien confié ? » ?»« Rien. Monsieur d'Anjou ne me confie que les choses qu'il peut dire tout haut, et j'ajouterais presque qu'il peut dire à tout le monde. Eh bien, moi qui ne suis pas le duc d'Anjou, moi qui aime mes amis pour eux et non pour moi, je vous dirai, mon cher comte, qu'il se prépare pour demain des événements graves, et que les partis d'Anjou et de Guise méditent un coup dont la déchéance du roi pourrait bien être le résultat. Bussy regarda M. de Montsoreau avec une certaine défiance, mais sa figure exprimait la plus entière franchise, et il n'y avait point à se tromper à cette expression. « Comte, lui répondit-il, je suis au duc d'Anjou, vous le savez, c'est-à-dire que ma vie et mon épée lui appartiennent. Le roi, contre lequel je n'ai jamais rien ostensiblement entrepris, me garde rancune, et n'a jamais manqué l'occasion de me dire ou de me faire une chose blessante. Et demain même, Bussy baissa la voix. Je vous dis cela, mais je le dis à vous seul, comprenez-vous bien. Demain, je vais risquer ma vie pour humilier Henri de Valois dans la personne de ses favoris. Ainsi, demanda Montsoreau, vous êtes résolu à subir toutes les conséquences de votre attachement au duc d'Anjou ? Oui. Vous savez où cela vous entraîne, peut-être. Je sais où je compte m'arrêter. Quelque motif que j'aie de me plaindre du roi, jamais je ne lèverai la main sur loin du Seigneur. Je laisserai faire les autres. Et je suivrai, sans frapper et sans provoquer personne, monsieur le duc d'Anjou, afin de le défendre en cas de péril. Monsieur de Montsoreau réfléchit un instant, et, posant sa main sur l'épaule de Bussy, « Cher comte, lui dit-il, le duc d'Anjou est un perfide, un lâche, un traître, capable sur une jalousie ou une crainte de sacrifier son serviteur le plus fidèle, son ami le plus dévoué. Cher comte, abandonnez-le, suivez le conseil d'un ami, allez passer la journée de demain dans votre petite maison de Vincennes, allez où vous voudrez, mais n'allez pas à la procession de la Fête-Dieu. » Bussy le regarda fixement. « Mais pourquoi suivez-vous le duc d'Anjou vous-même » répliqua-t-il. « Parce que, pour des choses qui intéressent mon honneur, » répondit le comte. « J'ai besoin de lui quelque temps encore. »« Eh bien, c'est comme moi, » dit Bussy. « Pour des choses qui intéressent aussi mon honneur, je suivrai le duc. » Le comte de Montsoreau serra la main de Bussy, et tous deux se quittèrent. Nous avons dit, dans le chapitre précédent, ce qui se passa le lendemain au lever du roi. Montsoreau rentra chez lui et annonça à sa femme son départ pour Compiègne. En même temps, il donna l'ordre de faire tous les préparatifs de ce départ. Diane entendit la nouvelle avec joie. Elle savait de son mari le duel futur de Bussy et d'Épernon. Mais d'Épernon était celui des mignons du roi qui avait la moindre réputation de courage et d'adresse. Elle n'avait donc qu'une crainte mêlée d'orgueil en songeant au combat du lendemain. Bussy s'était présenté dès le matin chez le duc d'Anjou et l'avait accompagné au Louvre, tout en se tenant dans la galerie. Le duc le prit en revenant de chez son frère, et tout le cortège royal s'achemina vers Saint-Germain-l'Auxerrois. En voyant Bussy si franc,
si loyal, si dévoué, le prince avait eu quelques remords. Mais deux choses combattaient en lui les bonnes dispositions. Le grand empire que Bussy avait pris sur lui, comme toute nature puissante sur une nature faible, et qui lui inspirait la crainte que, tout en se tenant debout près de son trône, Bussy ne fût le véritable roi. Puis l'amour de Bussy pour madame de Montsoreau, amour qui éveillait toutes les tortures de la jalousie au fond du cœur du prince. Cependant, il s'était dit, car Montsoreau lui inspirait, de son côté, des inquiétudes presque aussi grandes que Bussy, cependant, il s'était dit « Ou Bussy m'accompagnera et, en me secondant par son courage, fera triompher ma cause, et alors, si j'ai triomphé, peu m'importe ce que dira et ce que fera le Montsoreau. Ou Bussy m'abandonnera, et alors, je ne lui dois plus rien, et je l'abandonne à mon tour. » Le résultat de cette double réflexion dont Bussy était l'objet faisait que le prince ne quittait pas un instant des yeux le jeune homme. Il le vit, avec son visage calme et souriant, entrer à l'église après avoir galamment cédé le pas à M. d'Épernon, son adversaire, et s'agenouiller un peu en arrière. Le prince fit alors signe à Bussy de se rapprocher de lui. Dans la position où il se trouvait, il était obligé de tourner complètement la tête, tandis qu'en le faisant mettre à sa gauche, il n'avait besoin que de tourner les yeux. La messe était commencée depuis un quart d'heure à peu près, quand Rémy entra dans l'église et vint s'agenouiller près de son maître. Le duc tressaillit à l'apparition du jeune médecin qu'il savait être confident des secrètes pensées de Bussy. En effet, au bout d'un instant, après quelques paroles échangées tout bas, Rémy glissa un billet au comte. Le prince sentit un frisson passer dans ses veines. Une petite écriture fine et charmante formait la suscription de ce billet. « C'est d'elle, dit-il. Elle lui annonce que son mari quitte Paris. » Bussy glissa le billet dans le fond de son chapeau, l'ouvrit et lut. Le prince ne voyait plus le billet, mais il voyait le visage de Bussy que dorait un rayon de joie et d'amour. « Ah, malheur à toi si tu ne m'accompagnes pas !» murmura-t-il. Bussy porta le billet à ses lèvres et le glissa sur son cœur. Le duc regarda autour de lui. Si Montsoreau eût été là, peut-être le duc n'eût-il pas eu la patience d'attendre le soir pour lui nommer Bussy. La messe finie, on reprit le chemin du Louvre, où une collation attendait le roi dans ses appartements et les gentilshommes dans la galerie. Les Suisses étaient en haie à partir de la porte du Louvre. Crillon et les gardes françaises étaient rangés dans la cour. Chicot ne perdait pas plus le roi de vue que le duc d'Anjou ne perdait Bussy. En entrant au Louvre, Bussy s'approcha du duc. « Pardon, monseigneur, fit-il en s'inclinant, je désirerais dire 2 mots à votre Altesse. »« Pressé ?» demanda le duc. « Très pressé, monseigneur. Ne pourras-tu me les dire pendant la procession ? Nous marcherons à côté l'un de l'autre. » Monseigneur m'excusera, mais je l'arrêtais justement pour lui demander la permission de ne pas l'accompagner. « Comment cela ?» demanda le duc d'une voix dont il ne put complètement dissimuler l'altération. « Monseigneur, demain est un grand jour, votre Altesse le sait, puisqu'il doit vider la querelle entre l'Anjou et la France. Je désirerais donc me retirer dans ma petite maison de Vincennes et y faire retraite toute la journée. Ainsi, tu ne viens pas à la procession où vient la cour, où vient le roi ? Non, monseigneur, avec la permission toutefois de votre Altesse. Tu ne me rejoindras pas même à Sainte-Geneviève ? Monseigneur, je désire avoir toute la journée à moi. Mais cependant, dit le duc, si une occasion se présente, dans le courant de la journée, où j'ai besoin de mes amis, comme monseigneur n'en aurait besoin, dit-il, que pour tirer l'épée contre son roi, je lui demande doublement congé, répondit Bussy. Mon épée est engagée contre M. d'Épernon. Montsoreau avait dit la veille au prince qu'il pouvait compter sur Bussy. Tout était donc changé depuis la veille, et ce changement venait du billet apporté par le Haudouin à l'église. Ainsi, dit le duc, les dents serrées, tu abandonnes ton seigneur et maître, Bussy. Monseigneur, dit Bussy, l'homme qui joue sa vie le lendemain dans un duel acharné, sanglant, mortel, comme sera le nôtre, je vous en réponds,
celui-là n'a plus qu'un seul maître. Et c'est ce maître-là qui aura mes dernières dévotions. Tu sais qu'il s'agit pour moi du trône, et tu me quittes. Monseigneur, j'ai assez travaillé pour vous. Je travaillerai encore assez demain. Ne me demandez pas plus que ma vie. C'est bien, répliqua le duc d'une voix sourde. Vous êtes libre. Allez, monsieur de Bussy. Bussy, sans s'inquiéter de cette froideur soudaine, salua le prince, descendit l'escalier du Louvre et, une fois hors du palais, s'achemina vivement vers sa maison. Le duc appela Aurilly. Aurilly parut. « Eh bien, monseigneur » demanda le joueur de luth. « Eh bien, il s'est condamné lui-même. »« Il ne vous suit pas ?»« Non. Il va au rendez-vous du billet. »« Oui. Alors c'est pour ce soir ?»« C'est pour ce soir. »« Monsieur de Montsoreau est-il prévenu ?»« Du rendez-vous, oui. De l'homme qu'il trouvera au rendez-vous, pas encore. »« Ainsi vous êtes décidé à sacrifier le comte ?»« Je suis décidé à me venger, » dit le prince. « Je ne crains plus qu'une chose maintenant. »« Laquelle ? C'est que le Montsoreau ne se fie à sa force et à son adresse, et que Bussy ne lui échappe. »« Que monseigneur se rassure. »« Comment ? Monsieur de Bussy est-il bien décidément condamné ? » ?»« Oui, mordieu. Un homme qui me tient en tutelle, qui me prend ma volonté et qui en fait sa volonté, qui me prend ma maîtresse et qui en fait la sienne, une espèce de lion dont je suis moins le maître que le gardien. Oui, oui, Aurilly, il est condamné sans appel, sans miséricorde. Eh bien, comme je vous le disais, que monseigneur se rassure. S'il échappe à un Montsoreau, il n'échappera point à un autre. Et quel est cet autre ? Monseigneur m'ordonne de le nommer. Oui, je te l'ordonne. Cet autre est monsieur d'Épernon. D'Épernon ? D'Épernon. Qui doit se battre contre lui demain ? Oui, monseigneur. Conte-moi donc cela. Aurilly allait commencer le récit demandé quand on appela le duc. Le roi était à table, et il s'étonnait de n'y pas voir le duc d'Anjou, ou plutôt Chicot venait de lui faire observer cette absence, et le roi demandait son frère. « Tu me conteras tout cela à la procession, » dit le duc. Et il suivit l'huissier qui l'appelait. Maintenant que nous n'aurons pas le loisir, préoccupés que nous serons d'un plus grand personnage, de suivre le duc et Aurilly dans les rues de Paris, disons à nos lecteurs ce qui s'était passé entre d'Épernon et le joueur de luth. Le matin, vers le point du jour, d'Épernon s'était présenté à l'hôtel d'Anjou et avait demandé à parler à Aurilly. Depuis longtemps, le gentilhomme connaissait le musicien. Ce dernier avait été appelé à lui enseigner le luth, et plusieurs fois l'élève et le maître s'étaient réunis pour racler la basse ou pincer la viole, comme c'était la mode en ce temps-là, non seulement en Espagne, mais encore en France. Il en résultait qu'une assez tendre amitié, tempérée par l'étiquette, unissait les deux musiciens. D'ailleurs, M. d'Épernon, gascon subtil, pratiquait la méthode d'insinuation, qui consiste à arriver au maître par les valets, et il y avait peu de secrets chez le duc d'Anjou dont il ne fut instruit par son ami Aurilly. Ajoutons que, par suite de son habileté diplomatique, il ménageait le roi et le duc, flottant de l'un à l'autre, dans la crainte d'avoir pour ennemi le roi futur, et pour se conserver le roi régnant. Cette visite à Aurilly avait pour but de causer avec lui de son duel prochain avec Bussy. Ce duel ne laissait pas de l'inquiéter vivement. Pendant sa longue vie, la partie saillante du caractère de d'Épernon ne fut jamais la bravoure. Or, il eût fallu être plus que brave, il eût fallu être téméraire pour affronter de sang-froid le combat avec Bussy. Se battre avec lui, c'était affronter une mort certaine. Quelques-uns l'avaient osé, qui avaient mesuré la terre dans la lutte et qui ne s'en étaient pas relevés. Au premier mot que d'Épernon dit au musicien du sujet qui le préoccupait, celui-ci, qui connaissait la sourde haine que son maître nourrissait contre Bussy, celui-ci, disons-nous, abonda dans son sens, plaignant bien tendrement son élève, en lui annonçant que, depuis 8 jours, M. de Bussy faisait des armes, 2 heures chaque matin, avec un clairon des gardes, la plus perfide lame que l'on eût encore rencontrée à Paris, une sorte d'artiste en coup d'épée, qui, voyageur et philosophe,
avaient emprunté aux Italiens leur jeu prudent et serré, aux Espagnols leur feinte subtile et brillante, aux Allemands l'inflexibilité du poignet et la logique des ripostes, enfin aux sauvages polonais, que l'on appelait alors les Sarmates, leurs voltes, leurs bonds, leurs prostrations subites et les étreintes corps à corps. D'Épernon, pendant cette longue énumération de chances contraires, mangea de terreur tout le carmin qui lustrait ses ongles. « Ah ça, mais je suis mort, dit-il, moitié riant, moitié pâlissant. « Dame, répondit Aurilly, mais c'est absurde, s'écria d'Épernon, d'aller sur le terrain avec un homme qui doit indubitablement nous tuer. C'est comme si l'on jouait au dé avec un homme qui serait sûr d'amener tous les coups le double 6. Il fallait songer à cela avant de vous engager, monsieur le duc. Peste, dit d'Épernon, je me dégagerai. On n'est pas gascon pour rien, bien un fou qui sort volontairement de la vie, et surtout à 25 ans. Mais j'y pense, mordieu. Oui, ceci est de la logique. Attends. Dites, monsieur de Bussy est sûr de me tuer, dis-tu. Je n'en doute pas un seul instant. Alors ce n'est plus un duel. S'il est sûr, c'est un assassinat. Au fait. Et si c'est un assassinat, que diable, eh bien, il est permis de prévenir un assassinat par un meurtre. Sans doute. Qui m'empêche, puisqu'il veut me tuer, de le tuer auparavant, moi? Oh, mon Dieu, rien du tout, et j'y songeais même. Est-ce que mon raisonnement n'est pas clair? Clair comme le jour. Naturel, très naturel. Seulement, au lieu de le tuer cruellement de mes mains, comme il veut le faire à mon égard, eh bien, moi qui abhorre le sang, je laisserai ce soin à quelque autre. C'est-à-dire que vous payerez des sbires? Ma foi, oui, comme M. de Guise, M. de Mayenne, pour Saint-Mégrin. Cela vous coûtera cher. J'y mettrai 3000 écus. Pour 3000 écus, quand vos sbires sauront à qui ils ont affaire, vous n'aurez guère que 6 hommes. N'est-ce point assez, donc? 6 hommes? M. de Bussy en aura tué 4 avant d'être seulement effleuré. Rappelez-vous l'échauffourée de la rue Saint-Antoine, dans laquelle il a blessé Schomberg à la cuisse, vous au bras, et presque assommé Caylus. Je mettrai 6000 écus, s'il le faut, dit d'Épernon. Mordieu, si je fais la chose, je veux la bien faire, et qu'il n'en réchappe pas. Vous avez votre monde, dit Aurilly. Dame, répliqua d'Épernon, j'ai ça et là des gens inoccupés, des soldats en retraite, des braves, après tout, qui valent bien ceux de Venise et de Florence. Très bien, mais prenez garde. À quoi? S'ils échouent, ils vous dénonceront. J'ai le roi pour moi. C'est quelque chose, mais le roi ne peut vous empêcher d'être tué par M. de Bussy. Voilà qui est juste, et parfaitement juste, dit d'Épernon rêveur. Je vous indiquerai bien une combinaison, dit Aurilly. Parle, mon ami, parle. Mais vous ne voudriez peut-être pas faire cause commune. Je ne répugnerais à rien de ce qui doublerait mes chances de me défaire de ce chien enragé. Eh bien, certain ennemi de votre ennemi est jaloux. Ah, de sorte qu'à cette heure même, eh bien, à cette heure même, achève donc. Il lui tend un piège. Après, mais il manque d'argent. Avec les 6000 écus, il ferait votre affaire en même temps que la sienne. Vous ne tenez point à ce que l'honneur du coup vous revienne, n'est-ce pas? Mon Dieu, non. Je ne demande autre chose, moi, que de demeurer dans l'obscurité. Envoyez donc vos hommes au rendez-vous, sans vous faire connaître, et il les utilisera. Mais encore faudrait-il, si mes hommes ne me connaissent pas, que je connusse cet homme, moi. Je vous le ferai voir ce matin. Où cela? Au Louvre. C'est donc un gentilhomme? Oui. Aurilly, séance tenante, les 6000 écus seront à ta disposition. C'est donc arrêté ainsi? Irrévocablement. Au Louvre, donc. Au Louvre. Nous avons vu, dans le chapitre précédent, comment Aurilly dit à d'Épernon « Soyez tranquille, Monsieur de Bussy ne se battra pas avec vous demain. » 28. La procession. Aussitôt la collation finie,
le roi était rentré dans sa chambre avec Chicot pour y prendre ses habits de pénitent, et il en était sorti, un instant après, les pieds nus, les reins ceints d'une corde et le capuchon rabattu sur le visage. Pendant ce temps, les courtisans avaient fait la même toilette. Le temps était magnifique, le pavé jonché de fleurs. On parlait de reposoirs plus splendides les uns que les autres, et surtout de celui que les Génovéfains avaient dressé dans la crypte de la chapelle. Un peuple immense bordait le chemin qui conduisait aux 4 stations que devait faire le roi, et qui étaient aux Jacobins, aux Carmes, aux Capucins et aux Génovéfains. Le clergé de Saint-Germain-l'Auxerrois ouvrait la marche. L'archevêque de Paris portait le Saint-Sacrement. Entre le clergé et l'archevêque marchaient à reculons de jeunes garçons qui secouaient les encensoirs et de jeunes filles qui effeuillaient des roses. Puis venait le roi, les pieds nus, comme nous avons dit, et suivi de ses 4 amis, les pieds nus comme lui et enfroqués comme lui. Le duc d'Anjou suivait, mais dans son costume ordinaire. Toute sa cour angevine l'accompagnait, mêlée aux grands dignitaires de la couronne, qui marchaient à la suite du prince, chacun gardant le rang que l'étiquette lui assignait. Puis enfin venaient les bourgeois et le peuple. Il était déjà plus d'1 heure de l'après-midi lorsqu'on quitta le Louvre. Crillon et les gardes françaises voulaient suivre le roi, mais celui-ci leur fit signe que c'était inutile, et Crillon et les gardes demeurèrent pour garder le palais. Il était près de 6 heures du soir quand, après avoir fait ses stations aux différents reposoirs, la tête du cortège commença d'apercevoir le porche dentelé de la vieille abbaye, et les Génovéfains, le prieur en tête, disposés sur les 3 marches, qui formaient le seuil, pour recevoir sa majesté. Pendant la marche qui séparait l'abbaye de la dernière station, qui était celle que l'on avait faite au couvent des Capucins, le duc d'Anjou, qui était sur pied depuis le matin, s'était trouvé mal de fatigue. Il avait alors demandé au roi la permission de se retirer dans son hôtel, permission que le roi lui avait accordée. Ces gentilshommes s'étaient alors détachés du cortège et s'étaient retirés avec lui, comme pour indiquer bien hautement que c'était le duc qu'ils suivaient et non le roi. Mais le fait était que, comme 3 d'entre eux devaient se battre le lendemain, ils désiraient ne pas se fatiguer outre mesure. À la porte de l'abbaye, le roi, sous le prétexte que Caylus, Maugiron, Schomberg et d'Épernon n'avaient pas moins besoin de repos que Livaro, Ribérac et Entraguet, le roi, disons-nous, leur donna congé aussi. L'archevêque, qui officiait depuis le matin et qui n'avait encore rien pris, non plus que les autres prêtres, tombait de fatigue. Le roi prit pitié de ces saints martyrs, et, arrivé, comme nous l'avons dit, à la porte de l'abbaye, il les renvoya tous. Puis, se tournant vers le prieur, Joseph Foulon, « Me voici, mon père, dit-il en nasillant. Je viens, comme un pécheur que je suis, chercher le repos dans votre solitude. » Le prieur s'inclina. Alors, s'adressant à ceux qui avaient résisté à cette rude journée et qui l'avaient suivi jusque-là, « Je vous remercie, messieurs, dit-il. Allez en paix. » Chacun salua respectueusement, et le roi pénitent monta une à une, en se frappant la poitrine, les marches de l'abbaye. À peine Henri avait-il dépassé le seuil de l'abbaye que les portes en furent fermées derrière lui. Le roi était si profondément absorbé dans ses méditations qu'il ne parut pas remarquer cette circonstance qui, d'ailleurs, après le congé donné par le roi à sa suite, n'avait rien d'extraordinaire. « Nous allons d'abord, dit le prieur au roi, conduire votre majesté dans la crypte, que nous avons ornée de notre mieux en l'honneur du roi du ciel et de la terre. » Le roi se contenta de répondre par un geste d'assentiment et marcha derrière le prieur. Mais, aussitôt qu'il fut passé sous la sombre arcade où se tenaient immobiles 2 rangées de moines, aussitôt qu'on l'eut vu tourner l'angle de la cour qui conduisait à la chapelle, 20 capuchons sautèrent en l'air et l'on vit resplendir, dans la demi-teinte, des yeux étincelants de la joie et de l'orgueil du triomphe. Certes, ce n'étaient point là des figures de moines paresseux et poltrons. La moustache épaisse, le teint basané, dénotaient chez eux la force et l'activité. Bon nombre démasquaient des visages sillonnés de cicatrices, et, à côté du plus fier de tous, de celui qui portait la cicatrice la plus illustre et la plus célèbre,
apparaissait, triomphante et exaltée, la figure d'une femme couverte d'un froc. Cette femme agita une paire de ciseaux d'or qui pendaient d'une chaîne nouée à sa ceinture et s'écria « Ah, mes frères, nous tenons enfin le Valois !»« Ma foi, ma sœur, je le crois comme vous, » répondit le balafré. « Pas encore, murmura le cardinal. « Comment cela ? Oui, aurons-nous assez de troupes bourgeoises pour maintenir Crillon et ses gardes ? Nous avons mieux que des troupes bourgeoises, répliqua le duc de Mayenne, et, croyez-moi, il ne sera pas échangé un seul coup de mousquet. Voyons, dit la duchesse de Montpensier, comment entendez-vous cela ? J'aurais cependant bien voulu un peu de tapage, moi. Eh bien, ma sœur, je vous le dis à regret, vous en serez privée. Quand le roi sera pris, il criera, mais nul ne répondra à ses cris. Nous lui ferons alors, par persuasion ou par violence, mais sans nous montrer, signer une abdication. Aussitôt l'abdication courra la ville et disposera en notre faveur les bourgeois et les soldats. Le plan est bon et ne peut échouer maintenant, dit la duchesse. Il est un peu brutal, fit le cardinal de Guise en secouant la tête. Le roi refusera de signer l'abdication, ajouta le balafré. Il est brave, il aimera mieux mourir. Qu'il meure, alors, s'écrièrent Mayenne et la duchesse. Non pas, répliqua fermement le duc de Guise, non pas. Je veux bien succéder à un prince qui abdique et que l'on méprise. Mais je ne veux pas remplacer un homme assassiné que l'on plaindra. D'ailleurs, dans nos plans, vous oubliez monsieur le duc d'Anjou, qui, si le roi est tué, réclamera la couronne. Qu'il réclame, mordieu, qu'il réclame, dit Mayenne. Voici notre frère le cardinal qui a prévu le cas. Monsieur le duc d'Anjou sera compris dans l'acte d'abdication de son frère. Monsieur le duc d'Anjou a eu des relations avec les Huguenots. Il est indigne de régner. Avec les Huguenots ? Êtes-vous sûr de cela ? Pardieu, puisqu'il a fui par l'aide du roi de Navarre. Bien. Puis une autre clause en faveur de notre maison suit la clause de déchéance. Cette clause vous fera lieutenant du royaume, mon frère, et de la lieutenance à la royauté, il n'y aura qu'un pas. Oui, oui, dit le cardinal, j'ai prévu tout cela, mais il se pourrait que les gardes françaises, pour s'assurer que l'abdication est bien réelle et surtout bien volontaire, forçassent l'abbaye. Crillon n'entend pas raillerie, et il serait homme à dire au roi « Sire, il y a danger de la vie, c'est bien, mais avant tout, sauvons l'honneur. » Cela regardait le général, dit Mayenne, et le général a pris ses précautions. Nous avons ici, pour soutenir le siège, 80 gentilshommes, et j'ai fait distribuer des armes à 100 moines. Nous tiendrons un mois contre une armée, sans compter qu'en cas d'infériorité, nous avons le souterrain pour fuir avec notre proie. Et que fait le duc d'Anjou dans ce moment ? À l'heure du danger, il affaiblit comme toujours. Le duc d'Anjou est rentré chez lui, où il attend, sans doute, de nos nouvelles entre Bussy et Monsoreau. Eh, mon Dieu, c'est ici qu'il faudrait qu'il fût, et non chez lui. Je crois que vous vous trompez, mon frère, dit le cardinal. Le peuple et la noblesse eussent vu, dans cette réunion des deux frères, un guet-apens contre la famille. Comme nous le disions tout à l'heure, nous devons, avant toute chose, éviter de jouer le rôle d'usurpateur. Nous héritons, voilà tout. En laissant le duc d'Anjou libre, la reine-mère indépendante, nous nous faisons bénir de tous et admirer de nos partisans, et nul n'aura le plus petit mot à nous dire. Sinon, nous aurons contre nous Bussy et 100 autres épées fort dangereuses. Bon, Bussy se bat demain contre les mignons. Parbleu, il les tuera, la belle affaire. Et ensuite, il sera des nôtres, dit le duc de Guise. Quant à moi, je le fais général d'une armée en Italie, où la guerre éclatera sans nul doute. C'est un homme supérieur, et que j'estime fort, que le seigneur de Bussy. Et moi, en preuve que je ne l'estime pas moins que vous, mon frère, si je deviens veuve, dit la duchesse de Montpensier, moi, je l'épouse. L'épouser, ma sœur, s'écria Mayenne. Tiens, dit la duchesse, il y a de plus grandes dames que moi qui ont fait plus pour lui, et il n'était pas général d'armée à cette époque. Allons, allons, dit Mayenne, nous verrons tout cela plus tard. À l'œuvre, maintenant. Qui est près du roi ? Demanda le duc de Guise. Le prieur et frère Gorenflot, à ce que je crois, dit le cardinal.
Il faut qu'il ne voie que des visages de connaissance. Sans cela, il s'effaroucherait tout d'abord. Oui, dit Mayenne, mangeons les fruits de la conspiration, mais ne les cueillons pas. Est-ce qu'il est déjà dans la cellule dit madame de Montpensier, impatiente de donner au roi la 3e couronne qu'elle lui promettait depuis si longtemps. Oh, non pas, il verra d'abord le grand reposoir de la crypte, et il adorera les saintes reliques. Ensuite, le prieur lui adressera quelques paroles sonores sur la vanité des biens de ce monde. Après quoi, le frère Gorenflot, vous savez, celui qui a prononcé ce magnifique discours pendant la soirée de la Ligue. Oui, eh bien ? Le frère Gorenflot essayera d'obtenir de sa conviction ce que nous répugnons d'arracher à sa faiblesse. En effet, cela vaudrait infiniment mieux ainsi, dit le duc rêveur. Bah, Henri est superstitieux et affaibli, dit Mayenne. Je réponds qu'il cédera à la peur de l'enfer. Et moi, je suis moins convaincu que vous, dit le duc. Mais nos vaisseaux sont brûlés. Il n'y a plus à revenir en arrière. Maintenant, après la tentative du prieur, après le discours de Gorenflot, si l'un et l'autre échouent, nous essayerons du dernier moyen, c'est-à-dire de l'intimidation. Et alors, je tondrai mon Valois, s'écria la duchesse, revenant toujours à sa pensée favorite. En ce moment, une sonnette retentit sous les voûtes assombries par les premières ombres de la nuit. Le roi descend de la crypte, dit le duc de Guise. Allons, Mayenne, appelez vos amis, et redevenons moines. Aussitôt, les capuchons recouvrirent fronts audacieux, yeux ardents et cicatrices parlantes. Puis 30 ou 40 moines, conduits par les 3 frères, se dirigèrent vers l'ouverture de la crypte. 29. Chicot Ier. Le roi était plongé dans un recueillement qui promettait un succès facile au projet de messieurs de Guise. Il visita la crypte avec toute la communauté, baisa la châsse et termina toutes les cérémonies en se frappant la poitrine à coups redoublés et en marmottant les psaumes les plus lugubres. Le prieur commença ses exhortations, que le roi écouta en donnant les mêmes signes de contrition fervente. Enfin, sur un geste du duc de Guise, Joseph Foulon s'inclina devant Henri et lui dit « Sire, vous plairait-il de venir maintenant déposer votre couronne terrestre aux pieds du Maître éternel ?»« Allons, » répliqua simplement le roi. Et aussitôt toute la communauté, formant la haie sur son passage, s'achemina vers les cellules, dont on entrevoyait, à gauche, le corridor principal. Henri semblait très attendri. Ses mains ne cessaient de battre sa poitrine. Le gros chapelet, qu'il roulait vivement, sonnait sur les têtes de mort en ivoire suspendues à sa ceinture. On arriva enfin à la cellule. Au seuil se carrait Gorenflot, le visage enluminé, l'œil brillant comme une escarboucle. « Ici » fit le roi. « Ici même » répliqua le gros moine. Le roi pouvait hésiter, en effet, parce qu'au bout de ce corridor on voyait une porte, ou plutôt une grille assez mystérieuse, ouvrant sur une pente rapide et n'offrant à l'œil que des ténèbres épaisses. Henri entra dans la cellule. « Hic portus salutis » murmura-t-il de sa voix émue. « Oui, » répondit Foulon, « ici est le port. »« Laissez-nous, » dit Gorenflot avec un geste majestueux. Et aussitôt la porte se referma. Les pas des assistants s'éloignèrent. Le roi, avisant un escabeau dans le fond de la cellule, s'y plaça, les 2 mains sur les genoux. « Ah, te voilà, Hérode, te voilà, païen, te voilà, Nabuchodonosor » dit Gorenflot sans transition aucune et en appuyant ses épaisses mains sur ses hanches. Le roi sembla surpris. « Est-ce à moi, dit-il, que vous parlez, mon frère ?»« Oui, c'est à toi que je parle. Et à qui donc ? Peut-on dire une injure qui ne te soit pas convenable ?»« Mon frère, murmura le roi. Bah, tu n'as pas de frère ici. Voilà assez longtemps que je médite un discours. Tu l'auras. Je le divise en 3 points, comme tout bon prédicateur. D'abord, tu es un tyran. Ensuite, tu es un satyre. Enfin, tu es un détrôné.
Voilà sur quoi je vais parler. Détrôné, mon frère, dit avec explosion le roi perdu dans l'ombre. Ni plus ni moins. Ce n'est pas ici, comme en Pologne, et tu ne t'enfuiras pas. Un guet-apens. Oh, Valois, apprends qu'un roi n'est qu'un homme lorsqu'il est homme encore. Des violences, mon frère. Pardieu, crois-tu que nous t'emprisonnions pour te ménager? Vous abusez de la religion, mon frère. Est-ce qu'il y a une religion? S'écria Gorenflot. Oh, fit le roi, un saint dire de pareilles choses. Tant pis, j'ai dit. Vous vous damnerez. Est-ce qu'on se damne? Vous parlez en mécréant, mon frère. Allons, pas de capucinade. Es-tu prêt, Valois? À quoi faire? À déposer ta couronne? On m'a chargé de t'y inviter. Je t'y invite. Mais vous faites un péché mortel. Oh oh, fit Gorenflot avec un sourire cynique. J'ai droit d'absolution, et je m'absous d'avance. Voyons, renonce, frère Valois. À quoi? Au trône de France? Plutôt la mort. Hé, mais tu mourras alors. Tiens, voici le prieur qui revient. Décide-toi. J'ai mes gardes, mes amis, je me défendrai. C'est possible, mais on te tuera d'abord. Laisse-moi au moins un instant pour réfléchir. Pas un instant, pas une seconde. Votre zèle vous emporte, mon frère, dit le prieur. Et il fit de la main un geste qui voulait dire au roi « Sire, votre demande vous est accordée. » Et le prieur referma la porte. Henri tomba dans une rêverie profonde. « Allons, dit-il, acceptons le sacrifice. » 10 minutes s'étaient écoulées tandis que Henri réfléchissait. On heurta au guichet de la cellule. « C'est fait, » dit Gorenflot. « Il accepte. » Le roi entendit comme un murmure de joie et de surprise autour de lui, dans le corridor. « Lisez-lui l'acte, » dit une voix qui fit tressaillir le roi, à tel point qu'il regarda par les grillages de la porte. Et un parchemin roulé passa de la main d'un moine dans celle de Gorenflot. Gorenflot fit péniblement lecture de cet acte au roi, dont la douleur était grande et qui cachait son front dans ses mains. « Et si je refuse de signer ?» s'écria-t-il en larmoyant. « C'est vous perdre doublement, » repartit la voix du duc de Guise, assourdie par le capuchon. « Regardez-vous comme mort au monde, et ne forcez pas des sujets à verser le sang d'un homme qui a été leur roi. »« On ne me contraindra pas, » dit Henri. « Je l'avais prévu, » murmura le duc à sa sœur, dont le front se plissa, dont les yeux reflétèrent un sinistre dessein. « Allez, mon frère, » ajouta-t-il en s'adressant à Mayenne, « faites armer tout le monde, et qu'on se prépare. »« À quoi ?» dit le roi d'un ton lamentable. « À tout !» répondit Joseph Foulon. Le désespoir du roi redoubla. « Corbleu !» s'écria Gorenflot. « Je te haïssais, Valois, mais à présent je te méprise. Allons, signe, ou tu ne périras que de ma main. »« Patientez, patientez, dit le roi. Que je me recommande au souverain maître, que j'obtienne de lui la résignation. »« Il veut réfléchir encore, » cria Gorenflot. « Qu'on lui laisse jusqu'à minuit, » dit le cardinal. « Merci, chrétien charitable, » dit le roi dans un paroxysme de désolation. « Dieu te le rende. » C'était réellement un cerveau affaibli, dit le duc de Guise. Nous servons la France en le détrônant. N'importe, fit la duchesse, tout affaibli qu'il est, j'aurais du plaisir à le tondre. Pendant ce dialogue, Gorenflot, les bras croisés, accablait Henri des injures les plus violentes et lui racontait tous ses débordements. Tout à coup, un bruit sourd retentit au dehors du couvent. « Silence !» cria la voix du duc de Guise. Le plus profond silence s'établit. On distingua bientôt des coups frappés fortement et à intervalles égaux sur la porte sonore de l'abbaye. Mayenne accourut aussi vite que lui permettait son embonpoint. « Mes frères, dit-il, une troupe de gens armés se porte au-devant du portail. »« On vient le chercher, » dit la duchesse. « Raison de plus pour qu'il signe vite, » dit le cardinal. « Signe, Valois, signe !» cria Gorenflot d'une voix de tonnerre. « Vous m'avez donné jusqu'à minuit, » dit pitoyablement le roi. « Oh, tu te ravises parce que tu crois être secouru. Sans doute, j'ai une chance. »« Pour mourir, s'il le signe aussitôt, »
répliqua la voix aigre et impérieuse de la duchesse. Gorenflot saisit le poignet du roi et lui offrit une plume. Le bruit redoublait au dehors. « Une nouvelle troupe !» vint dire un moine. « Elle entoure le parvis et le cerne à gauche. »« Allons !» crièrent impatiemment Mayenne et la duchesse. Le roi trempa la plume dans l'encre. « Les Suisses !» accourut dire Foulon. « Ils envahissent le cimetière à droite. Toute l'abbaye est cernée présentement. »« Eh bien, nous nous défendrons, » répliqua résolument Mayenne. « Avec un otage comme celui-là, une place n'est jamais prise à discrétion. »« Il a signé !» hurla Gorenflot en arrachant le papier des mains de Henri, qui, abattu, enfouit sa tête dans son capuchon et son capuchon dans ses deux bras. « Alors, nous sommes rois !» dit le cardinal au duc. « Emporte vite ce précieux papier !» Le roi, dans son accès de douleur, renversa la petite lampe qui seule éclairait cette scène. Mais le duc de Guise tenait déjà le parchemin. « Que faire ? Que faire ?» vint demander un moine sous le froc duquel se dessinait un gentilhomme bien complet, bien armé. « Crillon arrive avec les gardes françaises et menace de briser les portes. Écoutez !»« Au nom du roi !» cria la voix puissante de Crillon. « Bon, il n'y a plus de roi !» répliqua Gorenflot par une fenêtre. « Qui dit cela, Marot ?» répondit Crillon. « Moi, moi, moi !» fit Gorenflot dans les ténèbres, avec un orgueil des plus provocateurs. « Qu'on tâche de m'apercevoir ce drôle, et de lui planter quelques balles dans le ventre, » dit Crillon. Et Gorenflot, voyant les gardes apprêter leurs armes, fit le plongeon aussitôt et retomba sur son derrière au milieu de la cellule. « Enfoncez la porte !»« Monsieur Crillon !» dit, au milieu du silence général, une voix qui fit dresser les cheveux à tous les moines, faux ou vrais, qui attendaient dans le corridor. Cette voix était celle d'un homme qui, sorti des rangs, s'était avancé jusqu'aux marches de l'abbaye. « Voilà, sire, » répliqua Crillon en déchargeant dans la porte principale un vigoureux coup de hache. Les murs en gémirent. « Que veut-on » dit le prieur, paraissant tout tremblant à la fenêtre. « Ah, c'est vous, messire Foulon » dit la même voix hautaine et calme. « Rendez-moi donc mon fou, qui est allé passer la nuit dans une de vos cellules. J'ai besoin de Chicot. Je m'ennuie au Louvre. »« Et moi, je m'amuse joliment. »« Va, mon fils, » répliqua Chicot, se dégageant de son capuchon et fendant la foule des moines, qui s'écartèrent avec un hurlement d'effroi. À ce moment, le duc de Guise, qui s'était fait apporter une lampe, lisait au bas de l'acte la signature encore fraîche obtenue avec tant de peine. Chicot Ier. « Moi, Chicot Ier !» s'écria-t-il. « 1000 damnations !»« Allons, » dit le cardinal, « nous sommes perdus. Fuyons !»« Ah, bah !» dit Chicot en distribuant à Gorenflot, presque évanoui, des coups de la corde qu'il portait à sa ceinture. « Ah, bah !» 30. Les intérêts et le capital. À mesure que le roi avait parlé, à mesure que les conjurés l'avaient reconnu, ils étaient passés de la stupeur à l'épouvante. L'abdication, signée Chicot Ier, avait changé l'épouvante en rage. Chicot rejeta son froc sur ses épaules, croisa les bras, et, tandis que Gorenflot fuyait à toutes jambes, il soutint, immobile et souriant, le premier choc. Ce fut un terrible moment à passer. Les gentilshommes, furieux, s'avancèrent sur le Gascon, bien déterminés à se venger de la cruelle mystification dont ils étaient victimes. Mais cet homme sans armes, la poitrine couverte de ses deux bras seulement, ce visage au masque railleur, qui semblait défier tant de force de s'attaquer à tant de faiblesse, les arrêta plus encore peut-être que les remontrances du cardinal, lequel leur faisait observer que la mort de Chicot ne servirait à rien, mais, tout au contraire, serait vengée terriblement par le roi, de complicité avec son fou dans cette scène de terrible bouffonnerie. Il en résulta que les dagues et les rapières s'abaissèrent devant Chicot, qui, soit dévouement, et il en était capable, soit pénétration de leurs pensées, continua de leur rire au nez. Cependant, les menaces du roi devenaient plus pressantes, et les coups de hache de Crillon plus pressés. Il était évident que la porte ne pouvait résister longtemps à une pareille attaque, qu'on n'essayait pas même de repousser.
Aussi, après un moment de délibération, le duc de Guise donna-t-il l'ordre de la retraite. Cet ordre fit sourire Chicot. Pendant les nuits de retraite avec Gorenflot, il avait examiné le souterrain. Il avait reconnu la porte de sortie, et il avait dénoncé cette porte au roi, qui y avait placé Tocquenot, lieutenant des gardes suisses. Il était donc évident que les ligueurs, les uns après les autres, allaient se jeter dans la gueule du loup. Le cardinal s'éclipsa le premier, suivi d'une vingtaine de gentilshommes. Alors Chicot vit passer le duc avec un pareil nombre à peu près de moines. Puis Mayenne, à qui sa difficulté de courir, à cause de son énorme ventre et de son épaisse encolure, avait tout naturellement fait confier le soin de la retraite. Quand M. de Mayenne passa le dernier devant la cellule de Gorenflot et que Chicot le vit se traîner, alourdi par sa masse, Chicot ne souriait plus. Il se tenait les côtes de rire. 10 minutes s'écoulèrent, pendant lesquelles Chicot prêta l'oreille, croyant toujours entendre le bruit des ligueurs refoulés dans le souterrain. Mais, à son grand étonnement, le bruit, au lieu de revenir à lui, continuait de s'éloigner. Tout à coup, une pensée vint au Gascon qui changea ses éclats de rire en grincements de dents. Le temps s'écoulait, les ligueurs ne revenaient pas. Les ligueurs s'étaient-ils aperçus que la porte était gardée et avaient-ils découvert une autre sortie? Chicot allait s'élancer hors de la cellule quand, tout à coup, la porte en fut obstruée par une masse informe qui se vautra à ses pieds en s'arrachant des poignées de cheveux tout autour de la tête. « Ah, misérable que je suis !» s'écria le moine. « Oh, mon bon seigneur Chicot, pardonnez-moi, pardonnez-moi !» Comment Gorenflot, qui était parti le premier, revenait-il seul quand déjà il eût dû être bien loin? Voilà la question qui se présenta tout naturellement à la pensée de Chicot. « Oh, mon bon monsieur Chicot, cher seigneur, à moi !» continuait de hurler Gorenflot. « Pardonnez à votre indigne ami qui se repent et fait amende honorable à vos genoux. »« Mais, demanda Chicot, comment n'étais-tu pas enfui avec les autres, drôle ? » ?»« Parce que je n'ai pas pu passer par où passent les autres, mon bon seigneur. Parce que le seigneur, dans sa colère, m'a frappé d'obésité. Oh, malheureux ventre ! Oh, misérable bedaine !» criait le roi en frappant de ses 2 poings la partie qu'il apostrophait. « Ah, que ne suis-je mince comme vous, monsieur Chicot ! Que c'est beau et surtout que c'est heureux d'être mince !» Chicot ne comprenait absolument rien aux lamentations du moine. « Mais les autres passent donc quelque part ?» s'écria Chicot d'une voix de tonnerre. « Les autres s'enfuient donc ? Pardieu, dit le moine, que voulez-vous qu'ils fassent ? Qu'ils attendent la corde ? Oh, malheureux ventre !»« Silence !» cria Chicot, « et répondez-moi !» Gorenflot se redressa sur ses 2 genoux. « Interrogez, monsieur Chicot, répondit-il. Vous en avez bien certainement le droit. Comment se sauvent les autres ? À toutes jambes. Je comprends, mais par où ? Par le soupirail. Mordieu, par quel soupirail ? Par le soupirail qui donne dans le caveau du cimetière. Est-ce le chemin que tu appelles le souterrain ? Réponds vite. Non, cher monsieur Chicot, la porte du souterrain a été gardée extérieurement. Le grand cardinal de Guise, au moment de l'ouvrir, a entendu un Suisse qui disait « Mich durstet », ce qui veut dire, à ce qu'il paraît, « J'ai soif ». « Ventre de biche !» s'écria Chicot. « Je sais ce que cela veut dire. De sorte que les fuyards ont pris un autre chemin ? Oui, cher monsieur Chicot, ils se sauvent par le caveau du cimetière. Qui donne ? D'un côté, dans la crypte, de l'autre, sous la porte Saint-Jacques. Tu mens. Moi, cher seigneur ? S'ils s'étaient sauvés par le caveau donnant dans la crypte, je les eusse vus repasser devant ta cellule. Voilà, justement, cher monsieur Chicot, ils ont pensé qu'ils n'auraient pas le temps de faire ce grand détour, et ils sont passés par le soupirail. Quel soupirail ? Par un soupirail qui donne dans le jardin et qui sert à éclairer le passage. De sorte que moi, qui suis trop gros, eh bien, je n'ai jamais pu passer. Et l'on s'est mis à me tirer par les pieds, vu que j'interceptais le chemin aux autres. Mais, s'écria Chicot, le visage éclairé tout à coup d'une étrange jubilation, si tu n'as pas pu passer. Non, et cependant, j'ai fait de grands efforts. Voyez mes épaules, voyez ma poitrine. Alors lui, qui est plus gros que toi ? Qui, lui ? Oh, mon Dieu, dit Chicot, si tu es pour moi dans cette affaire-là, je te promets un fier cierge.
de sorte qu'il ne pourra pas passer non plus. Monsieur Chicot, lève-toi, Frocard. Le moine se leva aussi vite qu'il put. Bien, maintenant conduis-moi au soupirail. Où vous voudrez, mon cher seigneur. Marche devant, malheureux, marche. Gorenflot se mit à trotter aussi vite qu'il put, en levant, de temps en temps, les bras au ciel, maintenus dans l'allure qu'il avait prise par les coups de corde que lui allongeait Chicot. Tous deux traversèrent le corridor et descendirent dans le jardin. « Par ici, dit Gorenflot, par ici. Tais-toi et marche, drôle. » Gorenflot fit un dernier effort et parvint jusqu'auprès d'un massif d'arbres d'où semblaient sortir des plaintes. « Là, dit-il, là. » Et, au bout de son haleine, il tomba le derrière sur l'herbe. Chicot fit 3 pas en avant et aperçut quelque chose qui s'agitait à fleur de terre. À côté de ce quelque chose qui ressemblait au train de derrière de l'animal que Diogène appelait un coq à 2 pieds et sans plumes, gisaient une épée et un froc. Il était évident que l'individu qui se trouvait pris, si malheureusement, s'était successivement défait de tous les objets qui pouvaient le grossir, de sorte que, pour le moment, désarmé de son épée, dépouillé de son froc, il se trouvait réduit à sa plus simple expression. Et cependant, comme Gorenflot, il faisait des efforts inutiles pour disparaître complètement. « Mordieu, ventre bleu, sang Dieu !» criait la voix étouffée du fugitif. « J'aimerais mieux passer au milieu de toute la garde. Aïe, ne tirez pas si fort, mes amis, je glisserai tout doucement. Je sens que j'avance, pas vite, mais j'avance. »« Ventre de biche, monsieur de Mayenne, murmura Chicot en extase. Mon bon seigneur Dieu, tu as gagné ton cierge. »« Ce n'est pas pour rien que j'ai été surnommé Hercule, reprit la voix étouffée. Je soulèverai cette pierre, hein ?» Et il fit un si violent effort qu'effectivement la pierre trembla. « Attends, dit tout bas Chicot, attends. » Et il frappa des pieds comme quelqu'un qui accourt à grand bruit. « Ils arrivent !» dirent plusieurs voix dans le souterrain. « Ah !» fit Chicot, comme s'il arrivait tout essoufflé. « Ah ! C'est donc toi, misérable moine !»« Ne dites rien, monseigneur !» murmurèrent les voix. « Il vous prend pour Gorenflot. »« Ah ! C'est donc toi, lourde masse, pondue, immobile. Tiens, ah ! C'est donc toi, indigesta molle. Tiens !» Et, à chaque apostrophe, Chicot, arrivé enfin au but si désiré de sa vengeance, fit retomber de toute la volée de son bras, sur les parties charnues qui s'offraient à lui, la corde avec laquelle il avait déjà flagellé Gorenflot. « Silence !» disaient toujours les voix. « Il vous prend pour le moine !» En effet, Mayenne ne poussait que des plaintes étouffées, tout en redoublant d'efforts pour soulever la pierre. « Ah ! Conspirateur !» reprit Chicot. « Ah ! Moine indigne ! Tiens, voilà pour l'ivrognerie. Tiens, voilà pour la paresse. Tiens, voilà pour la colère. Tiens, voilà pour la luxure. Tiens, voilà pour la gourmandise. Je regrette qu'il n'y ait que 7 péchés capitaux. Tiens, 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 voilà pour les vices que tu as. »« Monsieur Chicot, disait Gorenflot, couvert de sueur. Monsieur Chicot, ayez pitié de moi. »« Ah, traître !» continua Chicot, frappant toujours. « Tiens, voilà pour ta trahison. »« Grâce !» murmurait Gorenflot, croyant ressentir tous les coups qui tombaient sur Mayenne. « Grâce, cher monsieur Chicot !» Mais Chicot, au lieu de s'arrêter, s'enivrait de sa vengeance et redoublait de coups. Si puissant qu'il fût sur lui-même, Mayenne ne pouvait retenir ses gémissements. « Ah !» continua Chicot, « que ne plaît-il à Dieu de substituer à ton corps vulgaire, à ta carcasse roturière, les très hautes et très puissantes omoplates du duc de Mayenne, à qui je dois une volée de coups de bâton dont les intérêts courent depuis 7 ans. Tiens, tiens, tiens !» Gorenflot poussa un soupir et tomba. « Chicot !» vociféra le duc. « Oui, moi-même. Oui, Chicot, indigne serviteur du roi. Chicot, bras débile, qui voudrait avoir les 100 bras de Briarée pour cette occasion. » Et Chicot, de plus en plus exalté, réitéra les coups de corde avec une telle rage que le patient, rassemblant toutes ses forces, souleva la pierre. Dans un paroxysme de la douleur, et les côtes déchirées, les reins sanglants, tomba entre les bras de ses amis. Le dernier coup de Chicot frappa dans le vide. Chicot alors se tourna.
Le vrai Gorenflot était évanoui, sinon de douleur, du moins d'effroi.